heureux de savoir que vous êtes très, très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre l'intégralité de votre émission à caractère socio-politico-juridique qui est toujours présentée par votre humble serviteur William Témon, combattant de la liberté. Mesdames, Messieurs, je reçois pour vous aujourd'hui Maître Richard Pinda, avocat de son État et cadre du parti politique UDPS. Maître Richard, bonjour. Bonjour à vous, merci de nous recevoir. Vous devriez en plus dire que je suis président de la plateforme Yabisson Pinda. Yabisson Pinda. Ça fait déjà combien de temps depuis que la plateforme existe et en fait, et quel objectif poursuivez-vous au sein de la structure? Alors, déjà nous partons du principe que Yabisson Pinda c'est un cadre de réflexion et de l'action pour le développement de la République. Qui porte votre nom? Qui porte mon nom, oui. Allez-y. Oui, il porte mon nom non pas parce que la beauté de mon nom, pas du tout. Ça a une signification. Lorsque vous rentrez, lorsque vous allez dans le Bas-Congo par exemple, on vous dira que Mpinda veut dire profondeur. Ok? Lorsque vous êtes en Zambie, on vous dit, en Zimbabwe plutôt j'allais dire, on vous dit que Mpinda c'est un pont. Ok? Lorsque vous allez dans le Kasaï, on vous dira que Mpinda c'est un oiseau de bon augure. Ok? Ce qui voudrait, si on met le tout ensemble, c'est-à-dire que nous partons du principe que nous réfléchissons, ok, nous constituons un pont pour éventuellement mettre à la disposition de ceux qui prennent des décisions pour le bien-être des Congolais, pour le développement de la République, ok, ces réflexions-là pour que ce soit profitable. Raison pour laquelle nous disons de nous que nous sommes un cadre de réflexion, un cadre de réflexion et de l'action pour le développement de la République. Voilà. C'est ça que vous prenez comme objectif? Je vous ai défini d'abord ce que c'était la plateforme Yabisson. En fait, ce que ça voulait dire Yabisson Pinda, sa raison d'être. Deuxièmement, les objectifs qui sont assignés par cette plateforme, okay, c'est l'amélioration du bien-être des Congolais. Et nous pensons comment y arriver, c'est quoi notre vision pour y arriver. Nous pensons que le bien-être des Congolais, c'est l'implication de tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ceux qui sont au pouvoir sont là, ok, et que les résultats doivent venir d'eux. Non, pas du tout, ou pas nécessairement. Pourquoi? Parce que, je peux vous prendre des illustrations. Lorsque on se réveille le matin, ok, ou déjà à 5h, 6h du mat, vous avez la régie des eaux qui court les rues pour vous dire, ben, écoutez, en ce qui nous concerne, vous devez venir payer. Ils vous disent, hein, boya ko futa facture na bino soki bo futi to toya to pikono to pinoli na batio ba robinet to kokata courant ainsi de suite. Et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent le courant. Ils vous enlèvent, ils vous déterrent les robinets. Question, ok? Ils les font pourquoi? Pour couvrir, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que nous faisons, nous, population? Qu'est-ce que nous faisons lorsque le courant qu'on nous vend n'est pas de bonne qualité, lorsque l'eau de la régie des eaux n'est pas de bonne qualité non plus? Qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Nous ne faisons rien. Ok? Et pourtant, celui qui accède au pouvoir, il faut se le dire, que le pouvoir corrompt. C'est-à-dire qu'il peut accéder, les avantages et tout ce qui va avec. Il oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est déjà satisfaire les besoins de ceux qui sont là. Nous avons alors l'obligation de faire quoi? Nous avons l'obligation de rappeler, d'interpeller pour que l'on agisse. Comment faire, par exemple? Je vous prends encore un cas pratique. Nous avons longtemps décrié le RAM, ok, du RAM. Le RAM a été supprimé. La question est celle de savoir comment c'est arrivé. Est-ce parce que Tshisekedi s'est réveillé un bon matin après avoir subi beaucoup de pression de son père, donc il aurait fait des cauchemars où il voit son père en train de les chicoter, alors il se réveille un matin, il change cette affaire-là, ou qu'il ordonne qu'on supprime? Pas du tout. Ce n'est pas qu'il est allé voir Maman Marthe et Maman Marthe lui a dit que il y fallu supprimer cette affaire de RAM-là. Pas du tout. Ok? C'est tout simplement parce que la population a réclamé. C'est-à-dire que la population a un pouvoir. Non seulement qu'il confie ce pouvoir-là aux uns et aux autres de pouvoir le diriger, mais aussi il a le pouvoir d'interpeller à tout moment. Alors, nous, Yabisson Pinda, nous cherchons à ce que la population prenne conscience. Ok? Prenne conscience pour dire, vous, où vous êtes là, vous nous êtes redevables. Nous interpellons de temps en temps, de temps en temps, pour que les choses avancent. Nous ne faisons pas comme les autres politiciens. Les autres politiciens vous diront sûrement qu'il faut attendre 2023. C'est-à-dire que dès que nous accéderons au pouvoir pour changer les choses. Nous pensons par contre que attendre jusqu'en 2023, c'est une distraction. Pourquoi?
Parce que nous avons besoin des résultats maintenant. Et tout le monde devra s'impliquer pour que les résultats soient une effectivité. Voilà pourquoi Yabiso Mpinda ne cherche pas à se faire comme les autres. Raison pour laquelle nous disons qu'il faille agir autrement pour le bien-être des Congolais. Bien, et je profite de cette occasion pour faire appel aux jeunes. Nous voulons renouveler la classe politique, mais nous voulons des jeunes qui comprennent. C'est quoi cette vision? Nous voulons des jeunes, nombreux de jeunes, qui sont à même de pouvoir intégrer les milieux politiques pour, en fait, tous ensemble, nous puissions apporter un vent nouveau par rapport à tout ce que nous avons connu, et surtout pour combattre le système qui nous appauvrit, qui nous met dans des situations inacceptables et inadmissibles. Bien, Maître Richard Mpinda, je rappelle que vous êtes cadre du parti politique UDPS. D'abord, je puis savoir, c'est quoi la motivation d'adhérer au sein de l'UDPS et qu'avez-vous déjà gagné depuis que vous êtes membre de ces formations politiques? Alors, déjà, je suis à l'UDPS depuis que je suis encore tout petit, là. J'ai combattu à l'UDPS depuis que je suis petit, je suis vraiment, vraiment petit. Alors, qu'est-ce que vous attendez par ce que j'ai déjà depuis que je suis à l'UDPS? Vous dites? Lorsque vous dites qu'est-ce que vous avez déjà gagné? Non, non, par rapport à des postes, peut-être vous avez assumé des postes Au sein de l'UDPS ou en dehors de l'UDPS? au sein de l'UDPS. Au sein de l'UDPS, j'ai assumé. J'ai été sectionnaire à l'université de Kinshasa. J'ai été à la cellule de la résidentielle ici. Et c'est ce que j'ai pu. J'ai été membre du cabinet du président, membre du cabinet politique au sein du parti du président Haï de l'UDPS. Jean-Marc. Et c'est quoi la motivation d'adhérer au sein de l'UDPS? C'est le combat de l'UDPS qui nous a, le combat mené par Etienne Tshisekedi, qui nous a permis de pouvoir éventuellement, comment dire, avoir l'ouverture politique, l'espace politique, et aussi la liberté d'expression, l'égalité de tous. En fait, ce sont ces valeurs-là qui m'ont motivé, éventuellement aller faire la politique et précisément aller adhérer à l'UDPS. Bien. Mesdames, Messieurs, 4 thématiques inscrites à l'ordre du jour. Nous allons parler de la hausse de prix du carburant. 1 litre passe de 2000 francs à 4000 francs. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Révision constitutionnelle. Est-ce que la Constitution permet-elle d'être revue? Nous allons parler au cours de cette émission. Le bilan du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que celui-ci est un bilan positif ou négatif? Nous allons parler au cours de cette émission. État des droits en République démocratique en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a-t-il l'état des droits ou non? Nous allons parler au cours de cette émission. 19e prorogation de l'état des sièges. Comment évaluez-vous les bilans? Est-ce que les bilans est-elle négatif ou positif? Nous allons parler au cours de cette émission. Alors, Maître Richard Mpinda, tout d'abord, comment réagissez-vous quant à la hausse du prix des carburants? 1 litre passe de 2000 francs à 4000 francs. Comment réagissez-vous? Alors, voilà ce qu'il y a. Nous devons d'abord retenir qu'ici, chez nous au Congo, ce que nous avons, ce sont des blocs de pétrole. Maintenant, pour le rendre en carburant et tout ce que vous voulez, il faudrait le raffiner. Nous n'avons pas des industries de raffinerie. Tout nous vient de l'extérieur. Et vous allez vous rendre compte qu'à ce jour, l'Europe est en guerre. C'est-à-dire que vous avez d'une part l'Ukraine qui fait la guerre, la Russie plutôt qui fait la guerre à l'Ukraine, et ça a des conséquences économiques. Ce qui voudrait tout simplement aujourd'hui, vous devez vous rendre compte que nous avons des problèmes de blé. Et les Maliens pleurnichent déjà parce qu'ils mangent beaucoup plus de blé et tout ce qui va avec. Donc, la conséquence est une conséquence qui est tout à fait normale. Voilà. Alors, pour assurer la stabilité, c'est là où je reproche. J'ai dit tout simplement que je vous informe, la rareté, d'abord, il y a eu d'abord rareté de carburant sur le marché, et je vous informe que le gouvernement a pris des dispositions, et récemment ici on est en train de, comment dire, les trucs, comment on appelle, les citernes de la CEP sont à pied d'œuvre pour éventuellement permettre à ce que l'on puisse ravitailler les stations. Ça c'est un fait. Au-delà de ça, la hausse des prix, c'est tout simplement, on dit qu'en fait c'est d'ailleurs un principe économique, la rareté fait qu'il y ait hausse de prix. C'est ce que nous avons présentement. Et alors, cela n'est pas seulement en République démocratique du Congo, mais partout ailleurs. En Italie, c'est pratiquement la même chose, en France. Donc, c'est-à-dire que l'Europe influe, parce que ce que
tout ce que nous avons comme produit fini chez nous ici nous viennent principalement de l'Europe. Ok, et ben nous subissons les conséquences de la guerre Ukraine, Russie-Ukraine. Voilà. Donc c'est cela. Bien. Mesdames, Messieurs, prenons rapidement le deuxième thématique de cette émission qui consiste à la révision constitutionnelle. Est-ce que notre constitution sera-t-elle revue ou pas? Maître Richard Pinda, pensez-vous que notre constitution sera-t-elle revue? Donc, en fait, la question, moi j'aurais souhaité que vous me posiez la question de savoir si c'était possible de réviser notre constitution. C'est ça la question. Non, c'est ça le vrai sens de la question. Bon, si c'est ça le vrai sens de la question, nous la prenons telle qu'elle. Alors, il faut se le dire. D'abord, vous savez, la constitution ou tout texte de droit, vous avez dit analyse juridique et tout ce que vous voulez, c'est ça votre émission. Alors, on dit la règle du droit, c'est la réalité d'une société. C'est-à-dire le reflet de la volonté commune de ceux qui occupent cette société-là. La question que je devrais vous poser, c'est de savoir, lorsque vous sortez dans la rue... Posez à la population. Je vous la pose à vous et les populations nous suivent. Lorsque vous êtes dans la rue, vous êtes là, vous demandez à la population qui dirige le pays. Ils vous diront Tshisekedi. Ils n'ont pas tort, parce que Tshisekedi, c'est le président de la République. Mais lorsque vous leur dites qu'il y a hausse des prix sur le marché, la question, qui doit y répondre? La question, c'est celle-là. Qui est censé répondre à cela? La population vous dira ok. Et pourtant, ce n'est pas ce que dit la Constitution. La Constitution dit que le Premier ministre, c'est lui qui gère le quotidien. Alors, vous sortez dans la rue, on vous dit Tshisekedi a ça de l'autre côté, Tshisekedi a cocaté, Tshisekedi goûte d'ailleurs, Tshisekedi est incompétent, Tshisekedi ainsi de suite, tout ça. Mais est-ce que la Constitution voudrait que Tshisekedi agisse de la sorte? Vous allez vous rendre compte que c'est non. Ok, ça c'est d'abord la première grief. Alors, la volonté de la population, c'est que c'est lui qui gère, qui a la gestion quotidienne de l'État, en réponde devant le Parlement. C'est-à-dire que le président de la République, parce que ce sont eux qui ont voté le président de la République, le président de la République a été élu au suffrage universel direct, c'est qu'il voudrait tout simplement dire que la population attend beaucoup du chef de l'État. Attend que le président de la République soit celui qui est redevable vis-à-vis d'eux. C'est lui qui doit répondre à des questions. Mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ce que dit la Constitution. La Constitution dit que le président de la République donne que l'impulsion de l'action gouvernementale. Alors, la gestion quotidienne, c'est le Premier ministre. En principe, l'on devait avoir, parce que nous sommes dans un régime présidentiel, c'est qui voudrait tout simplement dire que le président de la République est irresponsable, et les responsables, c'est qui? C'est le Parlement, plutôt le Premier ministre devant le Parlement. Le Premier ministre ou le gouvernement, selon les parlements. Alors, vous vous rendez compte que le principe selon lequel la règle du droit et la réalité d'une société ne correspondent pas à nos réalités. Puisque nous avons une réalité qui voudrait que la population voudrait que le président de la République réponde de ses actes, mais entre-temps, vous avez la Constitution qui vous dit autre chose. Premier grief. Deuxième grief. Lorsque vous allez dans la Constitution, vous vous rendez compte, par exemple, que le mandat du président de la République est de 5 ans. Cependant, le président de la République, et c'est lui qui voudrait à ce que le temps soit suffisant pour le permettre de pouvoir agir convenablement. Deuxième grief. Troisième grief maintenant. Lorsque vous allez dans la Constitution, lorsque le président de la République, par exemple, doit vouloir, puisque c'est lui qui est élu au suffrage universel direct, lorsqu'il veut se débarrasser d'un Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est une question. Oui, c'est une question. Il demande la démission. Mais lorsque le Premier ministre ne veut pas répondre, ne veut pas y répondre, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Le président de la République a les mains liées. Vous voyez ça? Raison pour laquelle vous avez vu le feuilleton ici, Ilunga Inkamba, Tshisekedi, où il devait aller à Kingakati pour avoir la bénédiction de pouvoir rentrer pour s'il fallait qu'il se retire, ainsi de suite. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de griefs, beaucoup de lourdeur dans la pratique, dans la Constitution et de non-dits. Je peux vous prendre par exemple, aujourd'hui, la question de savoir si Kabila peut revenir au pouvoir ou pas du tout. Ça, c'est encore un autre problème. La question du glissement, c'est encore un autre problème. Parce que la Constitution, selon vous dit, le président de la République reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, mais le président de la République va rester là pour expédier les affaires courantes. Tout ça, allez-y comprendre que ce sont des problèmes qui se posent réellement à cette Constitution et qu'il faille. Alors, lorsque vous lisez l'article 217, on dit, au nom de la souveraineté de la République, au nom de
en fait, au nom de l'unité africaine, la République démocratique du Congo peut céder une partie de sa terre. De ses terres plutôt, j'allais dire. Ok. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au nom de la paix, on peut aller voir le Rwanda, on dit, bon, Rwanda, vous avez Mwanda, Mamabele, Nabisobo et tout ça. Ok. Nakombo et Kimia. Ce sont des choses qu'il faut combattre, qu'il faille réellement changer la Constitution. Et sans oublier que cette Constitution est le fruit... on a voulu faire plaisir aux belligérants. Ok. On a voulu dire belligérants, au nom de la paix, mettez-vous là, nous vous donnons cette Constitution-là pour vous plaire. Et ne pensez-vous pas que l'article 221 de la Constitution ne nous donne pas la possibilité, en fait, de réviser la Constitution? L'article 220, vous vouliez dire, qui pose le principe de la forme de l'État. Ok. La forme de l'État, je vous ai dit, nous sommes dans un État démocratique. Ok. Le mandat du président de la République. Alors je vous dis, il y a deux possibilités. Soit pour changer le mandat du président de la République, soit on revise, plutôt on change de constitution, ce qui n'est pas non plus interdit. Ok. Ou s'il faut reviser, c'est-à-dire que le mandat, on n'y touchera pas. Il y a beaucoup de choses qui sont la liberté d'expression et tout ce que vous voulez. Ça, ce sont des fondamentaux que nous pouvons reprendre dans une nouvelle constitution. Donc, je dis, à ce stade, la constitution de la République démocratique peut être changée et éventuellement, nous pourrions aller changer la constitution ou modifier la constitution. Mais ne pensez-vous pas que nous sommes à l'état du siège? Non, mais l'état du siège n'est pas un problème. C'est qu'on peut suspendre cet état du siège. Il est temps pour nous de procéder à la modification de la constitution, tout simplement. Les parlementaires peuvent dire, écoutez, compte tenu de ceci, nous suspendons l'état des sièges pour un petit moment, nous finissons d'abord ce que nous avons à faire ici, et puis on reprend l'état des sièges. Ça, ce n'est pas un problème. Bien, mesdames, messieurs, vous comprenez que Maître Richard Pinda est pour la révision constitutionnelle. Je ne suis pas pour la révision constitutionnelle. Et vous êtes? Vous avez posé la question de savoir si on pouvait modifier la constitution. Alors, vous avez déduit de votre part que moi j'étais pour la révision constitutionnelle. Moi je ne suis pas pour la révision constitutionnelle. Je suis pour le changement de la constitution. Je trouve que cette constitution a beaucoup de griefs qu'il faille le changer. Bien, mesdames, messieurs, il a très bien rectifié qu'il n'est pas pour la révision de la constitution, mais il est pour le changement de la constitution. Donc ces constitutions que nous utilisons présentement doit tomber et puis élaborer une autre constitution. Mesdames, messieurs, prenons rapidement le troisième thématique de cette émission, qui est celle de la destitution du ministre de l'économie. Maître Richard Pinda, quelle analyse faites-vous quant à la destitution du ministre de l'économie? Pensez-vous que celui-ci a récolté ce qu'il a semé? Bon, je voudrais moi partir de principe selon que la révision de la Constitution, en fait, qu'est-ce que j'ai dit? Soyez un peu bilan quant à cette thématique. Ok, je voudrais dire ceci. La question de la destitution du ministre, c'est une question tout à fait légitime. Nous sommes en démocratie. C'est-à-dire que les représentants du peuple attendaient à ce qu'il y ait un comportement conséquent. Mais ici, l'interpellation serait tout simplement que les amis se disent que ce n'est pas parce qu'il a été destitué que les autres ministres, on doit encore demander à d'autres ministres de savoir. Je vous ai tout à l'heure déposé la question de savoir, il y a eu pénurie. Pourquoi n'a-t-on pas prévenu pour que nous éviter les fils que nous avons dans les stations techniques et services? On pouvait les éviter. Pourquoi n'a-t-on rien fait? Gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire qu'on peut aussi interpeller les ministres pour éventuellement savoir ce qu'il y a. On peut aussi interpeller les ministres des hydrocarbures, j'allais dire, le ministre de l'Enseignement. Il y a eu un incident au niveau du ministère de l'Enseignement, on doit le savoir. Willy Bakonga est dehors aujourd'hui, par grâce présidentielle. On veut savoir comment les noms de Willy Bakonga s'est retrouvé sous cette grâce présidentielle. La ministre de la Justice devrait en répondre aussi. Donc nous pensons qu'il y a des gens qui doivent réellement répondre de leurs actes et éventuellement agir de la manière la plus conséquente. Voilà. Bien. Mesdames, Messieurs, petit à petit nous approchons vers la fin de cette émission. Il ne nous reste plus que deux thématiques à débattre quant à ces, puis nous allons clôturer cette émission. Maître Richard Pinda, rapidement, comment évaluez-vous les 3 premières années de M. Félix Tshisekedi de la tête de la République démocratique du Congo? Pensez-vous que ce dernier a un bilan très mitigé, comme pensent ceux du FCC et ceux de la MOUCA? Bon, lorsque vous partez du principe que c'est le FCC qui émet une opinion sur laquelle nous devions tous discuter, moi je dis qu'il y a
n'y a pas lieu de le faire. Pourquoi? Parce que c'est FCC, c'est la Mouka. Vous vous attendiez à ce que la Mouka et FCC jettent des fleurs à Tshisekedi, ils ne le feront pas. Il y a eu des évolutions. Je pense que nous devrions nous le dire. Je vais vous prendre des illustrations. Moïse Katumbi interpellé en 2014-2015. Moïse Katumbi devant les cours des tribunaux, ok. Il a fallu que Moïse Katumbi aille en exil. Il a fallu que la juge qui s'est prononcée en faveur de Moïse Katumbi à l'époque, ok, soit aujourd'hui en exil. Ok. Aujourd'hui, sous Tshisekedi, vous avez l'autre qui a crié Matata Mponyo. Au nom de la justice, il dit je respecte la justice de mon pays, il arrive. Il vient, il arrive devant le juge, tout ça, on lui dit, eh bien, le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur. Vous voyez? C'est-à-dire que, du point de vue d'un état de droit, nous pensons qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que nous avons quitté l'impunité pour une justice sélective comme les uns et les autres le disent, ok. Mais nous devons maintenant aller vers l'idéal. L'idéal, c'est quoi? Avoir une justice indépendante. Ça, c'est d'abord un fait. Deuxièmement, il y a des efforts à fournir. À un moment donné, vous savez, si vous voulez avoir le contrôle d'un peuple, il faut l'abrutir. Ok. Quand on dit abrutir, c'est-à-dire que vous lui ôtez de son éducation. Ok. Aujourd'hui, par exemple, nous pensons que, comme c'est dans tous les autres pays du monde, ok, les pays civilisés, la gratuité de l'enseignement, c'est un fait. Nous l'avons consacré, ça n'existait pas sous Kabila. Sous Kabila. Sous Mobutu, ça n'existait pas non plus. Si ça n'existait, si ça n'a existé... La gratuité de l'enseignement. Ça n'a pas existé, si ça n'a existé que sur texte, sur papier. Ok. Alors, vous vous êtes rendu compte qu'on a renvoyé les enfants, on a envoyé plutôt les enfants à l'école. Nous avons quitté, nous avons parlé le premier nombre, c'était 2 millions. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à 4 millions. Pensez-vous que la qualité de l'enseignement est bonne? Écoutez, nous disons qu'il faille améliorer. Qu'est-ce que vous sous-entendez par la qualité de l'enseignement? C'est-à-dire que si le programme c'est toujours le même qu'on a enseigné avant. Ok. Vous voulez me dire parce qu'il y a le nombre d'enfants, ainsi de suite. Je vous dis oui. Il a fallu que nous ayons plus d'écoles, plus de bâtisses construites. Il a été même prévu que sous Matata Mponyo, on devait avoir 1000 écoles par an. Est-ce que cela a été fait? Oh, pas du tout. Ok. Mais qu'est-ce que nous faisons? Puisque nous laissons les enfants dans les maisons, dans la rue, ces enfants-là deviennent de Kourouna. C'est-à-dire que nous-mêmes participons de manière à faire de délinquants. Mais si plutôt nous pouvons les encadrer par l'éducation, vous n'aimerez pas que les enfants soient comme nous autres. C'est-à-dire que vous, journalistes, moi, avocat, parce que nous avons été sous le banc de l'école, c'est lui qui est soucié, il envoie d'abord les enfants à l'école et il améliore. Ok. Donc c'est ça notre souci primordial. Alors, quant aux conditions de cours, nous pensons qu'il faille aussi les améliorer petit à petit. Et ce sont les efforts qui sont fournis et par le ministère de l'EPST et aussi par le partenaire de l'EPST. Nous avons ici l'UNICEF. Combien d'écoles avez-vous construit pour éviter le Nous avons construit dans le mon téléphone, il est dans les salles de classe? Je peux avoir mon téléphone, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je vais vous montrer le nombre d'écoles. Ça, c'est une question qui vient de temps en temps. Je vais vous démontrer que même sous le 100 jours, il y a eu... Attendez un peu. Combien avez-vous construit ici à Kinshasa? Donc, vous, la RDC, c'est seulement Kinshasa. Hein? Ce n'est pas la question. Alors, attendez, école construite. Voilà. J'ai écrit école construite sous Tshisekedi. Oh, on vous dit ceci. Au moins 139 écoles et 25 centres de santé. Ici, c'est en 2020. On dit le 4 février 2020. Okay? 100 combien? 139 écoles et 26 centres de santé déjà construits. Pouvez-vous me citer les noms de 4 ou 3 écoles que vous connaissez, que M. Félix Tshisekedi a construit? Juste 4 ou 5? Je n'ai pas ça. Je n'ai pas le nombre d'écoles construites par Tshisekedi. Juste 4 noms. Vous n'êtes pas sérieux. Non, c'est une question de curiosité. Non, vous n'êtes pas sérieux. Comment ça? Non, vous n'êtes pas sérieux. Comment? Une source vous donne une information selon laquelle, ok? Il y a Mais attendez d'abord, attendez. Ok?
Je ne suis pas constructeur des écoles. Vous posez cette question-là pour chercher de buzz. Attendez d'abord. Attendez. Je suis en train de vous répondre, n'est-ce pas? Allez-y. Ok. Je vous dis une information que moi, je n'ai pas fabriquée. Ok. On vous dit ici, déjà en 2020, vous avez 199 écoles. Ok. Vous me demandez de vous donner des écoles. Pourquoi je devrais vous donner le nom des écoles? Parce que moi, je ne fabrique pas des écoles. Vous avez posé la question de savoir, s'il vous plaît. De cet article. Pardon? C'est quoi l'authenticité de Vous êtes journaliste. Vous me posez à moi, c'est comme si c'était moi qui étais auteur de cette source-là. Mais vous défendez. Vous me défendez. Vous êtes sérieux? Moi, je suis sérieux, maître. Non, vous n'êtes pas sérieux. Vous me posez la question de savoir si Tshisekedi a construit des écoles. Ok? Moi, je vous prends une source sur le net qui ne vient pas de moi. Je vous dis déjà sous Tshisekedi. Il y a eu dans les 100 jours. Non. 100 jours. On vous dit Antoine Tshisekedi au moins. Ok? On vous le dit tel quel. Ok? Déjà en 2020. Ok? Je vous donne une information que vous n'avez pas. Ok? Vous revenez vers moi pour me dire quelle est l'authenticité de cette source. Vous attendez à ce que je vous dise quoi? Je n'ai pas écrit cet article. Ok? Je vous donne une information qui existe, que vous ne pouvez pas contester. Si vous pouvez contester cette source-là, vous avez une information contraire qui dit depuis 2020. Vous pouvez dire le contraire. Bon, quand on sait qu'on voit la société, je ne peux pas dire oui quant à ces sources. En fait, je ne peux pas dire oui quant à cet article. Vous ne pouvez pas dire oui par rapport à cet article ici. Par rapport à ce que je vois à la société. Vous voyez quoi? Vous dites? Vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Bien. Maître Richard, je pense que je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Non, mais si vous n'êtes pas la attendez, soyez professionnel. Non, soyez professionnel. Ok? Un journaliste, okay, c'est celui qui va à la recherche de l'information. Okay? Vous venez vers moi en tant que politique. Vous voulez que je réagisse. Okay? Vous auriez dû me ramener pour me dire que non, je suis allé à tel endroit, je n'ai pas trouvé. Donc moi, j'ai sillonné tel endroit à Kinshasa, je n'ai pas trouvé d'école. À Kinshasa, par exemple. Okay? Ou sur toute l'étendue de la République. Lorsque je vous donne tel article, vous dites non, cet article-là, on dit ceci. Après un entretien fin janvier entre les vice-ministres des Finances, Junior Matata, et le directeur général de la BCECO, c'est-à-dire vous, allez à la BCECO. La BCECO, c'est quoi? C'est le bureau central de coordination congolaise, ok? Bon, le bureau central de coordination, ainsi de suite, tout ça, qui ont mis cette... le directeur, c'est qui? On dit Théophile Matondo. C'est lui qui a annoncé que 139 écoles et 25 centres de santé ont été construites, ok, dans le cadre de 100 jours. Ok? Mais allez là-bas, cherchez à savoir si ces informations sont fausses ou mauvaises. Donc vous contestez une information dont vous n'avez même pas une information contraire. C'est ça en fait le manque de professionnalisme de journalistes. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher une information, ok, vous ce que vous faites, c'est que vous voulez créer un buzz pour éventuellement faire parler de votre émission. Je ne suis pas habitué. Non, mais c'est ce que vous faites. Je ne suis pas habitué à faire ce genre de choses. Je suis pas habitué. Non, c'est ce que vous faites. Pouvez-vous retirer maintenant? Je ne retire rien. Vous auriez dû aller même au ministère de l'Enseignement pour éventuellement savoir si ce que j'ai dit est vrai ou faux. Mais lorsque vous revenez vers moi pour venir de vous donner un nom, je ne suis pas le ministère de l'Enseignement, je vous donne les informations à ma possession. Est-ce que vous pouvez contester cette information ici? Est-ce que vous pouvez le contester? Bien sûr, je peux contester puisque l'information n'est pas précise. On nous parle de 139 écoles construites et 25 centres de santé, mais où c'est? Où c'est? Ouais, où c'est? Mais allez à la BCECO. Mais juste les noms. Non, mais juste les noms, maître, jusqu'à présent. Des écoles. Allez-y. Et des centres de santé, maître.